Bienvenue, bonsoir à tous, c'est l'heure de l'information sur RTI 1. Dans les titres ce soir, la rencontre des ambassadeurs de Turquie et d'Espagne avec le vice-président ivoirien. Des relations bilatérales vieilles de plusieurs décennies qui ont été évoquées en vue d'œuvrer à leur bonification. La Côte d'Ivoire est en plein dans la grande saison des pluies depuis le mois d'avril dernier, mais les précipitations de ces derniers jours ont été particulièrement fortes et dévastatrices. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour limiter les dégâts causés par les eaux. 28e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Adama Bictogo, est à Rabat, la capitale marocaine, pour y participer. Et puis la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures qui veut appuyer le dispositif de vaccination de la Côte d'Ivoire contre la Covid-19. L'objectif est de passer de 30 à 70% de couverture vaccinale en Côte d'Ivoire avec un budget alloué d'environ 50 milliards de francs CFA. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'actualité sur RTI 1. Les ambassadeurs d'Espagne et de Turquie ont été reçus ce mercredi par le vice-président ivoirien Thiemoko Mélié Koné. Le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et leurs pays respectifs a été au centre des échanges. Chiram Kofi Abola. Tous les deux, ils sont des diplomates. Ce mercredi au palais présidentiel, ils ont successivement été reçus par le vice-président de la République, Thiemoko Mélié Koné. Le premier qui a échangé avec le vice-président s'appelle Rafael Soriano Ortiz. Il est l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. J'ai profité de l'occasion pour exprimer au vice-président l'engagement espagnol avec la Côte d'Ivoire. Nous avons mentionné l'importance du volet économique et commercial. La situation ces dernières années a beaucoup amélioré, mais nous sommes convaincus qu'il existe toujours un marge d'amélioration très important qu'il faut certainement saisir. À l'instar du diplomate espagnol, l'ambassadeur de la Turquie en mission en Côte d'Ivoire s'est aussi entretenu avec le vice-président de la République. Le renforcement des relations entre les deux pays a également été évoqué. Nous avons saisi donc cette occasion pour justement réitérer notre volonté de voir la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Turquie être relancée et aussi pour dire à son Excellence qu'il était important d'accroître les relations commerciales et surtout l'investissement dans votre pays de la part de nos investisseurs. Pour les diplomates turcs et espagnols, leur visite à Thiemoko Mélié Koné constitue des prises de contact visant notamment à le féliciter dans ses fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Lui a été élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire le 7 juin dernier. Adama Bictogo succède aussi à Amadou Soumaoro au poste de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il est arrivé à Rabat, la capitale marocaine, pour la 28e Assemblée régionale Afrique de l'APF. Moussa Konaté. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, est le nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. Il succède à Feu Amadou Soumaoro à ce poste, décédé le 7 mai dernier. Présent à Rabat au Maroc, le président Adama Bictogo va donc présider les travaux de la 28e session régionale Afrique de l'APF. Nous sommes venus pour donc organiser la grande assemblée de Kigali qui devra donc consacrer la nouvelle présidence ou alors, en fonction des négociations, nous verrons ce qui sera décidé à Kigali. Mais je voudrais, avant d'engager tout propos, rendre hommage et avoir un devoir de mémoire vis-à-vis du président Amadou Soumaoro, dont je termine le mandat. Je voudrais donc saluer sa mémoire. Et nous sommes là, comme vous voyez, dans une nouvelle dynamique. Vous voyez que tous ceux qui m'accompagnent sont issus de toutes les sensibilités politiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là au nom de la Côte d'Ivoire et c'est une belle représentativité. Donc nous sommes venus pour porter haut le drapeau ivoire.
La 28e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra du 23 au 24 juin. Plusieurs délégations d'États francophones sont attendues. Dans le même temps, les sénateurs ivoiriens sont en plénière à Yamoussoukro. Au centre des travaux, l'adoption d'un calendrier de travail. Il englobe le débat d'orientation budgétaire, projet de loi à voter et séance d'information, et cela jusqu'au mois de septembre prochain. Kader Sogodogo. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, invité du Centre d'information et de communication gouvernementale dans le cadre de la tribune Tout savoir sur. Le directeur de cabinet du dit ministère a présenté les actions menées en vue de réduire les effets néfastes des pluies depuis 2014, dénommées saison des pluies. Le gouvernement a entrepris la construction des ouvrages de drainage et d'assainissement dans le Grand Abidjan. Des travaux des canaux primaires d'eau pluviale un peu partout. Il y en a qui sont achevés. Nous pouvons noter Yopougon, Kimi, à Cocody, Rivera et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a été donc instruit de procéder à la libération des zones à risque sans délai. Les sénateurs sont en séance plénière pour l'approbation de la proposition de l'ordre du jour des travaux parlementaires pour la période partant du 17 juin au 30 septembre 2022. Le débat d'orientation budgétaire, des séances d'information et des votes de projets de loi y figurent en bonne place. 15 projets de loi qui sont inscrits à l'ordre du jour. Nous avons des particularités, il s'agit de débats d'orientation budgétaire. Et donc ces débats vont certainement permettre aux sénateurs de suivre véritablement le budget et les autres projets, parce qu'il s'agit du budget de l'État. Nous avons également des séances d'information sur le foncier rural, sur le foncier urbain. Vous savez ce qui se passe, ce sont des questions d'actualité. Et également, nous avons des projets de loi sur les cybercafés, la criminalité, surtout la drogue. Vous voyez, tous ces projets de loi sont importants et les sénateurs ont besoin d'informations véritables pour pouvoir débattre avec les représentants du président de la République. Le nouveau calendrier de travail parlementaire a été adopté à l'unanimité par les sénateurs présents. Le ministère de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ouvre le service national jeunesse et volontariat national. 2 outils de service civique pour développer la culture de l'engagement et surtout favoriser l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. Michel Mambo. Plus de 800 organisations de jeunes et fêtières présentes à ce grand rendez-vous de la jeunesse. Le lancement du service national jeune et du programme de volontariat national. 2 programmes essentiels mis sur pied par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, des dispositifs qui visent la responsabilisation des jeunes et leur insertion socio-professionnelle à travers donc le service civique. Un élève doit avoir un parcours au civisme, 2 semaines dans les centres de service civique avec un minimum d'encadrement à la discipline, lui apprendre le respect, une valeur essentielle, et même après ces 2 semaines, les mettre dans un programme donc, de bénévolat, d'action communautaire. Ça va s'adresser donc aux enfants qui ont 14 ans jusqu'à l'âge donc de 17 ans. Et ensuite, on aura donc le service national jeune, donc qui, dans son 2e volet, donc la phase pilote, c'est l'INPR de Yamoussoukro, qui nous permettra d'accueillir dès le mois de juillet 500 jeunes. Mais c'est l'ensemble des jeunes, c'est l'ensemble du territoire national, et cela en lien avec les collectivités territoriales, puisque nous allons travailler avec les communes, avec les régions, qui souvent sont confrontés à des difficultés avec certains jeunes dans certains quartiers. L'idée, c'est de regrouper ces jeunes-là chaque année sur un site avec un minimum d'encadrement militaire, de formation à la discipline, mais surtout l'initiation à un certain nombre de métiers, en plus dans des actions communautaires qui seront menées. Autre volet de ce dispositif, le volontariat et le bénévolat. Et le contexte l'exige. Aujourd'hui, nous avons encore des éboulements ici à Abidjan, avec ces pluies.
nous devons être solidaires. La Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara devra commencer à prendre son sens aussi à travers donc, ce dispositif. Et la cible semble bien motivée. Je veux prendre devant vous aujourd'hui l'engagement que les jeunes réunis dans cette salle, qui représentent les organisations de jeunesse, seront les porte-voix de cette vision pour que vive une Côte d'Ivoire plus juste, plus prospère, plus unie et plus solidaire. Service national jeune, l'opération lancée. Pour y participer, il faudra s'inscrire en ligne. Sont déjà inscrits, ont même démarré les compositions. Ils sont 14 492 candidats des écoles confessionnelles islamiques à avoir démarré les examens du baccalauréat, du BEPC et du CEPE depuis hier mardi, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Pargasso reconnaît. Commune d'Abobo, école confessionnelle islamique Sabil Ouda, Sabil Fala et Yate Nguessan. Dans les salles de classe, ces candidats du baccalauréat, du BEPC, brevet d'études du premier cycle et du CEPE, certificat d'études primaires et élémentaires des écoles confessionnelles islamiques, sont en pleine composition. Pour ce premier jour, le commentaire, la traduction et la science du Saint-Courant sont les matières auxquelles ils sont soumis. Actuellement, on n'a pas de difficultés d'abord. Voilà, comme nous avons 20 matières à composer. Actuellement, nous sommes sur le 3e. Donc seulement, alhamdulillah, on remercie le Dieu. Des centres d'examen visités par les responsables de la direction exécutive nationale de la plateforme des structures islamiques d'éducation, PSI. On a visité les centres des examens et nous avons donné quand même beaucoup de conseils à nos enfants, à nos élèves. On leur a demandé de ne jamais tricher parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un tricheur et l'islam n'a pas besoin aussi d'un tricheur. L'État a fait sa part. Ce qui nous revient de droit maintenant, c'est d'être en conformité avec la recommandation de notre État. Ces examens islamiques ont bénéficié du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mais aussi du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nous avons visité plusieurs centres, nous avons vu que les choses se passent très bien, que les examinateurs sont en place, les élèves sont en place, ils ont environ 14 000 candidats et les choses se passent dans de très bonnes conditions. Et nous voulons féliciter donc la plateforme qui a pris cette initiative d'organiser ces 3 examens. Au total, 14 492 candidats, dont 11 236 du CEPE, 2073 du BEPC et 1180 du baccalauréat répartis dans 108 centres prennent part à ces examens nationaux islamiques. Les résultats seront connus le 9 juin prochain. Après 2 années de suspension pour raison de crise sanitaire, les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman ont repris le chemin de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et depuis vendredi dernier, les vols en partance pour les lieux saints se succèdent. Notre équipe de reportage à bord de l'un de ces vols nous fait vivre le trajet jusqu'à l'arrivée des fidèles dans la ville de Médine. Voyons cela avec Mama Traoré et Abdoul Ganiyou. C'est aux environs de 3h30 du matin ce mercredi que le 4e vol charter transportant les candidats ivoiriens au pèlerinage musulman appelé Hajj a décollé d'Abidjan. À bord, 307 fidèles. Pour la plupart, ils effectuent leur premier voyage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite, un moment rêvé. Dieu nous a donné les moyens et il nous a permis aussi de pouvoir le faire. Et donc, c'est vraiment une joie qui nous anime. Si nous avons été choisis parmi des milliers et des milliards de personnes pour pouvoir aller pratiquer vraiment ce Hajj-là cette année, je pense que c'est une grande joie, c'est un privilège pour nous. Ce soulagement estompe 2 années d'impatience pour cause de crise sanitaire mondiale. Enfin, ces candidats au Hajj iront découvrir les lieux saints dont ils ont tant entendu parler. Nous nous empressons pour aller répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis Médine à la Mecque jusqu'à Arafat. Et on prie Dieu que tous les pèlerins ivoiriens soient en bonne santé là-bas. Le site que je rêve de voir, c'est Arafat. Parce que Arafat, c'est un seul jour. La bénédiction qui est là-bas, ce qu'on nous a dit, c'est tellement immense. Vraiment, j'ai envie de profiter de ça. Donc si j'ai un message à transmettre aux pèlerins, c'est de leur dire d'être beaucoup patient et endurant et d'être beaucoup discipliné. Pour mieux vivre la ferveur spirituelle du Hajj, un bon état physique s'impose aux serviteurs. Alors les encadreurs sanitaires affectés à chaque vol de futurs pèlerins
procède à des contrôles de routine. Ok, c'est bon. Voilà, elle a 12-7. Voilà, donc la tension est bonne. Actuellement, c'est le vol. Il se repose. Voilà, mais si un passager appelle pour un mal ou bien pour des symptômes, on vient, on le voit et puis on le prend en charge. Après 6h30 de trajet, l'avion se pose à l'aéroport international de Médine, deuxième ville sainte de l'islam, là où repose le prophète Mohammed et plusieurs de ses compagnons. Non loin de la principale mosquée bâtie par le messager de l'islam se trouve l'hôtel où est hébergé le contingent ivoirien. Chaque délégation qui arrive est accueillie avec enthousiasme, normal car le Saint-Coran qualifie chaque candidat au Hajj d'invité d'Allah. On est à plus de 1572 pèlerins qui sont déjà arrivés ici à Médine. Nous avons des commissions techniques, la commission restauration, la commission hébergement, la commission religieuse, la commission transport, la commission communication. Donc chacune de ces commissions joue son rôle pour faire en sorte que le séjour du pèlerin soit le plus agréable possible. Au lieu de 8 jours, comme lors des précédentes éditions, le séjour cultuel à Médine ne durera que 3 jours cette année. Mesures de restriction face à la Covid-19 obligent. Ensuite, les futurs pèlerins sont acheminés vers la ville sainte de la Mecque, cette fois pour véritablement accomplir les rites liés au Hajj. Italie, Côte d'Ivoire, renouer le partenariat bilatéral. C'est le forum initié ici à Abidjan par le ministère des Affaires étrangères italien et l'Agence pour le commerce extérieur. Des hommes d'affaires italiens sont très intéressés par la destination Côte d'Ivoire, particulièrement le secteur agricole. Et puis, nous nous intéressons à cette pluie qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris une série de mesures afin de limiter les dégâts. Certaines sont mises en œuvre depuis plusieurs mois déjà. Le ministère de l'Hydraulique explique ces mesures avec Grace Kando. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, invité du Centre d'information et de communication gouvernementale dans le cadre de la tribune Tout savoir sur. Le directeur de cabinet du dit ministère a présenté les actions menées en vue de réduire les effets néfastes des pluies depuis 2014, dénommées pré-saison des pluies. Le gouvernement a entrepris la construction des ouvrages de drainage et d'assainissement dans le Grand Abidjan. Des travaux des canaux primaires d'eau pluviale un peu partout. Il y en a qui sont achevés. Nous pouvons noter Yopougon, Kimi, Akokodi, Rivera et le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a été donc instruit de procéder à la libération des zones à risque, sans délai, d'effectuer des travaux dits de pré-saison de curage des ouvrages d'assainissement, de réaliser des travaux de sécurisation et d'embellissement des zones de guépis pour éviter d'éventuelles recolonisations et de réaliser des ouvrages neufs. L'invité de la tribune, Tout savoir sur, s'est aussi prononcé sur l'opération de déguerpissement initiée par le gouvernement. L'objectif général visé reste la préservation des vies humaines lors de cette saison des pluies. Et plus spécifiquement, il s'est agi notamment d'informer et sensibiliser les populations sur les dangers de mort, d'évacuer les zones à risque identifiées, de sécuriser ces zones de guépis pour éviter leur recolonisation. Il convient d'indiquer que le travail d'identification de ces zones à risque a été mené en collaboration avec tous nos partenaires. Nous demandons aux populations de quitter les zones à risque. Selon le directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Drissa Diomandé, avant le début de l'opération de déguerpissement, 4000 ménages ont reçu des mises en demeure de libération des sites et définir un périmètre de sécurité de 15 à 20 mètres autour de ces zones. Et le directeur général de la Sodexam, Jean-Louis Moulot, est sur notre plateau pour répondre aux questions que nous sommes nombreux à nous poser en cette saison des pluies qui fait des dégâts. Bonsoir, Monsieur Moulot. Bonsoir, Madame Fofana. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors, tout le pays a été affligé ces derniers jours par les fortes pluies qui ont fait 5 morts et qui ont laissé de nombreuses familles sans toit. Dites-nous, Monsieur le directeur général, est-ce que ces fortes précipitations sont normales ou bien est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Eh bien, avant d'en venir à votre question, il est important de s'incliner devant la mémoire des personnes disparues et des victimes
témoigner notre solidarité à toutes les personnes affectées par cette situation dramatique. Est-ce que c'est normal? Non. Nous sommes face à des phénomènes climatiques extrêmes sur les 72 dernières heures, donc dans la période du 19 au 21 juin dernier. Nous avons enregistré un cumul pluviométrique sur le district d'Abidjan de l'ordre de 300 mm de pluie. Il faut savoir que le seuil d'alerte est atteint à partir de 50 mm de pluie sur une période de 12 heures. Donc, 6 fois plus. Exactement. Ce qui explique donc tous les désagréments et les situations catastrophiques que nous avons pu enregistrer. Alors pourquoi on a l'impression que certaines zones comme Bangerville sont plus touchées que les autres? Eh bien, votre observation est pertinente sur les relevés que nous avons faits. La commune de Bangerville est celle qui a enregistré le plus fort taux de précipitation, d'où les conséquences néfastes qu'on a pu relever. Est-ce que cela était prévu? Effectivement, conformément à son rôle d'information des décideurs et de l'opinion publique, dès le mois de février dernier, comme cela est de coutume chaque année, la Sodexam a publié le bulletin des tendances et des prévisions météorologiques. Cela se fait en concertation avec l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les experts se réunissent et définissent les tendances pour la saison des pluies. Cela a été fait. Nous avons publié, communiqué largement sur cela, ce qui a permis en partie d'anticiper pour pouvoir donc préserver les biens et les vies humaines. Est-ce que ce taux de précipitation qui est particulièrement fort avait déjà été enregistré ici en Côte d'Ivoire? Pas sur les dernières années. Il faut noter que nous avons une hausse sur le mois de juin qui correspond au pic de la grande saison des pluies, une hausse de plus de 14% du niveau de précipitation par rapport à ce qui a été observé en 2021. Donc sur la période 1990-2020, évidemment, il y a eu quelques années exceptionnelles avec des précipitations très abondantes, mais sur les dernières années, nous n'avons pas eu de niveau semblable de précipitation. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Cela s'explique essentiellement par les dérèglements climatiques. Vous l'aurez noté, par le passé, nous avions des saisons des pluies plus ou moins régulières avec un étalement de la pluviométrie sur une période de 3-4 mois. Et j'ai relevé que nous avons enregistré 300 mm de pluie sur les dernières 72 heures, ce qui est un fait exceptionnel. Exceptionnel. Cela arrive dans de nombreux pays, changement climatique, dérèglement climatique. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre encore pendant cette saison des pluies à des pluies encore plus fortes ou bien proportionnelles à celles des derniers jours? Eh bien, nous l'avons indiqué dans le bulletin que nous avions émis en amont de la saison des pluies, donc au mois de février, dans les tendances, que nous aurions un excédent pluviométrique durant la grande saison des pluies. Et jusqu'à jeudi, nous devons nous attendre à des précipitations, après quoi nous observerons une relative accalmie jusqu'au week-end. Des précipitations toujours aussi fortes? De modérées à fortes. Modérées à fortes. Alors, beaucoup de personnes se posent cette question. Est-ce que les prévisions météorologiques sont exactes? Est-ce qu'on peut réellement s'y fier? Et puis, qu'est-ce que la Sodexam fait réellement pour permettre aux populations de pouvoir anticiper donc ce genre de dégâts? Eh bien, sur la fiabilité des prévisions météorologiques, je peux vous indiquer que notre pays se situe dans la moyenne des agences météorologiques internationales, puisque nous nous comparons évidemment avec les meilleures, et nous avons un taux de fiabilité de nos prévisions de l'ordre de 90%, ce qui nous situe dans le haut du peloton au niveau international. Donc nos prévisions sont fiables, et nous avions indiqué en amont de la saison des pluies que nous devions nous attendre pour la Côte d'Ivoire à des précipitations de l'ordre de 640 mm de pluie pour la grande saison des pluies. Et cette tendance est confirmée malheureusement par les événements récents. Que fait la Sodexam pour informer les populations? Beaucoup d'actions de sensibilisation et d'information sont menées. Nous collaborons étroitement avec le CICG qui diffuse des bulletins d'alerte. Nous travaillons également dans le cadre du comité interministériel de gestion des crises piloté par le ministère de l'Intérieur. Et nous avons nos propres supports de communication sur les réseaux sociaux, le site web, à travers lesquels nous mettons à disposition donc des décideurs et des usagers les informations météorologiques afin de leur permettre de préserver, comme je le disais, les vies et les biens. Merci, M. Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, qui, je le rappelle, est la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Quels sont les derniers conseils d'usage que vous donneriez aux téléspectateurs aujourd'hui? Eh bien, je rappellerai simplement les conseils d'usage donnés par le gouvernement, à savoir quitter les zones à risque, éviter d'encombrer les ouvrages de drainage des eaux de pluie, éviter de construire sur les ouvrages de drainage des eaux de pluie, éviter également de se servir des caniveaux comme des poubelles, afin de permettre à l'eau de s'évacuer. Merci infiniment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Nous nous intéressons à une question qui reste également d'actualité, la Covid-19. Voyons le point en Côte d'Ivoire pour aujourd'hui.
Le ministère de la Santé enregistre aujourd'hui 37 nouveaux cas de Covid-19, 22 personnes déclarées guéries et 2 décès. 14 768 315 doses de vaccins ont été administrées sur le territoire ivoirien du 1er mars 2021 au 22 juin 2022. Et sur ce dernier point, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures vient de faire son entrée dans le dispositif des partenaires techniques. L'institution financière entend décaisser environ 50 milliards de francs CFA pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la riposte contre la Covid-19, précisément en termes de vaccination. Frédéric Oulaï et Jean-Marc Tchadji. C'est une nouvelle ère de coopération qui s'ouvre entre le gouvernement et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Cette institution financière asiatique vient d'octroyer une aide de 100 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Il s'agit de renforcer les systèmes de vaccination contre la Covid-19 et lutter contre les maladies infectieuses à potentiel épidémique. La Côte d'Ivoire a établi un but très agressif de vaccination, c'est-à-dire d'atteindre 70% de vaccination de la population, afin de pouvoir permettre le pays à se remettre et à atteindre un niveau de croissance qui permettra au pays de se remettre. Atteindre une couverture vaccinale de 70% sur l'ensemble du territoire, objectif fixé par les bailleurs et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le ministre Pierre Demba s'est réjoui de ce partenariat de développement multilatéral. Ce projet va nous aider à renforcer notre système sanitaire pour qu'il soit plus robuste et préparer donc, notre pays à faire face aux épidémies éventuelles et à renforcer notre système de santé. Et également donc, intervenir dans les autres secteurs qui prennent en compte aussi bien le renforcement donc, du diagnostic, du système d'alimentation en oxygène dans nos hôpitaux, mais plus globalement l'amélioration du système de santé. Ce financement vient soutenir les initiatives d'aide au développement de la Banque mondiale et renforcer les offres en matière d'infrastructures sanitaires de qualité au bénéfice des Ivoiriens. Ce financement de la Banque asiatique d'investissement constitue le premier investissement de cette institution en Côte d'Ivoire. Les mamans et les papas de Korogo dans la région du Poro ont été célébrés. Une fête grandeur nature initiée par le député de Korogo commune pour un hommage bien mérité avec à la clé plus de 15 000 présents offerts à Mississoko. La deuxième édition de la célébration des mères à Korogo a eu pour cadre la place de l'indépendance. Sous le haut parrainage de la première dame Dominique Ouattara, l'édition 2022 a été couplée avec la célébration de la fête des pères, histoire de promouvoir l'épanouissement des femmes et des hommes pour construire un meilleur monde pour tous. Une initiative du député de Korogo commune, Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est la première fois que ça se passe à Korogo. On n'a jamais vu ça. Nous, les Korogois, sommes contents. Je voudrais dire au chef de l'État et à son épouse de penser toujours à faire cette fête-là chaque année, dans toute la Côte d'Ivoire. Aux côtés de l'honorable Lassina Ouattara, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et Nadine Sangaré, représentant la première dame Dominique Ouattara, pour magnifier les mères et pères avec plus de 15 000 présents en vive et non vive offerts par l'épouse du chef de l'État Alassane Ouattara. Une occasion pour Nadine Sangaré de féliciter les braves femmes de la région du Poro classées en tête de liste du taux de remboursement du FAPSI à hauteur de 99,97%. Madame Dominique Ouattara, merci de vous encourager, qu'elle est très fière de vous et elle est disponible pour vous. C'est l'occasion de célébrer les parents, les papas et les mamans pour leur dire merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous, tous les jours, toute l'année, à tout moment, pour le bon accompagnement de l'enfant. Remerciements à l'ensemble de la population. Mes remerciements vont également au fils de la première dame, M. Ouattara Lassina, mon cher frère, l'ASPER. Les remerciements les plus appuyés
vont à l'endroit de la première dame. Je voudrais ici, au nom des femmes de Korogo, au nom des populations de Korogo, dire merci à la première dame. Merci pour son amour pour son prochain. Merci pour son amour pour les Ivoiriens. Pour rendre plus agréable cette double cérémonie de la fête des mères et pères, le public a eu droit à un défilé de plusieurs associations féminines et prestations artistiques. La Côte d'Ivoire a un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Corée du Sud. Eugène Alou Biti a présenté ses lettres de créance au président sud-coréen Moon Jae-in. C'était le 26 mai dernier, avant que celui-ci ne quitte le pouvoir à l'issue des dernières élections présidentielles. Le point avec Laure Goretti et Franck Wadio. Eugène Alou Biti, c'est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire, nommé par le président de la République Alassane Ouattara près la République de Corée du Sud. Il a présenté ses lettres de créance au palais de la présidence de Séoul en Corée du Sud au président sud-coréen Moon Jae-in, qui, notons-le, n'est plus au pouvoir depuis le 10 mai 2022 à l'issue des dernières élections présidentielles. Outre l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, ceux d'autres pays, entre autres l'Algérie, l'Indonésie, le Canada, l'Égypte, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Ukraine, le Sénégal et le Pakistan ont également présenté leurs lettres de créance le même jour. La Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques fortes avec la Corée du Sud depuis 1961. Leur coopération s'étend au domaine sportif, économique et législatif. Une mission de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est attendue à Séoul pour discuter de questions d'intérêt commun dans les jours à venir. Législative française, l'ivoiro-française Rachel Keke fait ses tout premiers pas de députée à l'Assemblée nationale. Elle devient la première femme de ménage élue députée en République de France et va siéger en tant qu'élue de la 7e circonscription du département du Val-de-Marne. Jean-Marc Djadji. C'est très ému que l'ivoiro-française Rachel Keke essaie son écharpe de nouvelle élue de la nation. Elle est la première femme de ménage élue députée en France. Cette modeste femme de 48 ans et mère de 5 enfants aura la lourde tâche de représenter le parti de gauche français, la France Insoumise, et la coalition de gauche NUPES au Palais Bourbon. N'oubliez pas que c'est le peuple qui nous a envoyé à l'Assemblée nationale parce que c'est eux qui votent pour nous. Donc ils ont eu confiance en nous. Ils savent qu'il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir décider des lois concrètes, pour pouvoir écouter. Parce que quand on fait du porte-à-porte pendant la campagne, on a entendu les gens pleurer, on a entendu la misère des gens, la souffrance des gens. C'est pour ça que je dis ici, il faut qu'on mette la politique de côté. Ici, c'est là où le peuple s'exprime. Rachel Keke, nouvelle députée de la 7e circonscription du Val-de-Marne, a battu au second tour l'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de 200 voix. C'est tout ce qui reste de Patrice Lumumba, le cercueil contenant une dent du héros de l'indépendance de l'ex-Congo belge est arrivé dans sa région natale, dans le centre de la République démocratique du Congo. Il a été accueilli hier soir par des honneurs militaires. Ensuite, un défilé dans les rues de Kinshasa, suivi d'un cortège, avant donc de décoller définitivement vers sa terre natale. Et puis en Afghanistan, au moins 1 millier de morts et plus de 600 blessés. C'est le bilan provisoire du séisme de magnitude 5,9 qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan, dont la nuit d'hier. De nombreuses maisons ont été endommagées et les habitants sont toujours d'ailleurs coincés à l'intérieur, selon le porte-parole du gouvernement. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Retrouvez également l'actualité sur rti.info. Bonsoir à tous et surtout, restons prudents.